Bonjour Thomas, tu Bonjour. travailles à la section cinéma et c'est toi qui te charges de toutes les sélections cinéma, séries, audiovisuelles pour la salle d'actualité. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette salle d'actualité parce que c'est pas quelque chose qui existe dans les autres bibliothèques? Alors la salle d'actualité, c'est une salle qui accueille une thématique tous les 3 mois. C'est une thématique qui est décidée par le groupe Actu. C'est un groupe qui comporte des collègues qui représentent chacune des sections. Donc, jeunesse, musique, cinéma, adulte, etc. On se réunit donc pour se mettre d'accord sur une thématique. Et une fois qu'on a notre thématique, chacune réalise une sélection bibliographique. Il y a aussi les 2 personnes qui sont directement rattachées à l'actu qui, elles, organisent tout ce qui est décoration de la salle, installation de la table, désinstallation de la table d'avant. Et puis, une fois que tout ça est terminé, on installe la table et la nouvelle thématique peut prendre sa place. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Le départ, donc j'imagine que chacun a choisi d'interpréter le départ comme il voulait, départ en vacances, dernier départ, nouveau départ. Il y a plein de films excellents qui pourraient correspondre à ces thématiques. Pourquoi est-ce que tu as choisi de l'illustrer plutôt avec des séries ? J'ai choisi plutôt les séries parce que c'est pas quelque chose qui est très représenté, je trouve, en actu dans les sélections que j'avais fait précédemment. À chaque fois, il y en avait quelques-unes, mais j'avais envie de faire depuis quelque temps un focus sur les séries en particulier. Et je trouve que cette thématique s'y prêtait bien, parce que la série, c'est quelque chose qui peut avoir de multiples départs. Le début d'une série, sa fin, mais aussi à chaque nouvelle saison. Quand une nouvelle salve d'épisodes arrive, c'est presque un nouveau départ pour les séries. Et plus que les thématiques, c'était ça qui m'intéressait. Et puis après, il y a aussi des séries qui ont pour thématique le départ, que ce soit ce que tu as cité juste avant, ou encore d'autres choses qui peuvent très bien se prêter à cette thématique-là. Et du coup, quel est l'intérêt d'une série par rapport à un film ? Le temps long qui va permettre de vraiment développer et de s'attacher aux personnages. Ce sera plus facile de s'attacher aux personnages et de les développer sur une série de 8 ou 10 épisodes par rapport à un film de 2 heures. Je pense aussi qu'il y a certains genres qui sont beaucoup mieux adaptés aux séries. On le voit avec le jeu vidéo ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'adaptations de jeux vidéo au cinéma dans les années 80, 90, 2000 qui n'ont pas beaucoup marché, aussi bien au niveau du succès au box-office que du succès public et critique. Depuis quelques années, les séries ont réussi à faire ça. Il y a pas mal de séries qui ont été beaucoup appréciées, qui ont bien marché au niveau critique. Il y a eu The Last of Us, il y a eu Fallout, Arcane, Cyberpunk Edge Runners, qui sont à la fois adaptés en live action et en animation. Donc ça permet aussi d'avoir des genres et des techniques différentes. Et puis, je pense vraiment que le temps long permet dans cet exemple spécifique-là, de mieux retranscrire le matériau de base. Un jeu vidéo, ça peut être long, ça peut durer plusieurs dizaines d'heures et c'est plus facile de l'adapter en une série qu'en un film qui va durer 2 ou 3 heures. Donc les séries marchent bien pour le jeu vidéo ces derniers temps. On va voir comment ça évoluera dans le temps. En effet, on voit ça avec le jeu vidéo, mais moi je dirais les adaptations en général, et notamment les grosses adaptations de romans. On a l'habitude de voir des romans adaptés au cinéma, mais là on en voit de plus en plus en série. Ça a commencé avec Game of Thrones, je pense à la fantasy surtout qui est adaptée en série. Ça a commencé avec Game of Thrones, mais maintenant on a Le Seigneur des Anneaux, La Roue du Temps, Fondation, Dune Prophétie. Est-ce que c'est les mêmes enjeux que pour le jeu vidéo, d'avoir un matériau de base qui est vraiment énorme, avec beaucoup de contexte, de choses à expliquer, qui se retranscrit mieux en série ? Il y a un exemple assez bête. Il y a quelques années, il y a un film qui est sorti sur La Tour Sombre,
donc l'adaptation de Stephen King, qui est une saga aux multiples tomes, qui a été adaptée en un film d'1h40, 45, quelque chose comme ça. Et résumer 8 tomes en un seul film de cette durée-là, c'est quand même mission impossible. Donc le film s'est totalement planté, et c'était vraiment pas très bien, parce que tout allait beaucoup trop vite, quoi. Et donc oui, adapter ça en série, je pense qu'encore une fois, le temps long permet de mieux développer ça, d'apporter beaucoup plus de contexte, d'apporter beaucoup plus de qualité d'écriture, en fait, tout simplement. The Witcher, c'est un bon exemple. C'est une série qui va avoir sa 4e saison, là, dans quelques mois, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est une saga aux multiples tomes, qui en plus a la particularité d'avoir aussi été adaptée en jeu vidéo. Et alors moi, c'est pas une série que j'ai regardée personnellement, parce que la fantasy, c'est pas forcément trop mon truc, mais c'est vrai que ça va permettre d'être beaucoup plus... de développer vraiment des personnages, un univers, de faire revenir ça de façon récurrente, et puis d'avoir beaucoup de matériel avec les romans pour pouvoir faire une série sur le long cours. Et dans l'exemple de The Witcher, ils développent aussi l'univers à travers d'autres médiums. Ils ont fait la série en live action, mais ils ont aussi fait des séries animées. Il y a beaucoup plus de séries animées de grande qualité qui prennent un peu tous les genres. Avant, on avait, sur l'exemple des Simpsons, des choses humoristiques, mais c'est plus seulement le cas. Witcher, ils ont fait un film aussi d'ailleurs, en animation, qui était sorti sur Netflix il y a quelques années, entre la saison 2 et 3, il me semble. Oui, c'est vrai que l'animation, elle prend en essor, alors ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources. On l'a vu sur Arcane, la saison 1 qui est arrivée en 2021, la saison 2 qui est arrivée 3 ans plus tard. L'animation, c'est encore d'autres contraintes, parce que forcément, faut tout faire à la main sur ton ordinateur de A à Z. Donc c'est des budgets qui sont très importants, c'est énormément de ressources on a besoin d'énormément de ressources pour faire ça. Mais les séries d'animation récentes ont vraiment cartonné, ont eu un super accueil. Arcane, c'est un très bon exemple de ça. Ça adapte un univers qui est celui de League of Legends, qui est très connu, qui est extrêmement joué à travers le monde. Il y a même des compétitions d'e-sport sur ce jeu-là. Et puis ils font une série qui marche aussi bien pour les grands connaisseurs que pour les néophytes. Et puis ça casse tout, quoi. Tout le monde a adoré. Donc l'animation, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Et puis ça permet d'avoir aussi une bonne variété visuelle. Tu peux faire beaucoup plus de choses folles en animation qu'en live action. Arcane, encore une fois, c'est un bon exemple de ça, parce que vu la qualité graphique de cette série, on n'a quasiment jamais vu ça, quoi. Puis de réussir à allier une forme qui est vraiment incroyable avec un fond qui l'est tout autant, c'est banco, quoi. Du coup, on parle d'un âge d'or des séries avec HBO dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a une production pléthorique avec beaucoup de séries qui durent 1, 2, s'arrêtent à la 3e saison, même si c'est bien. Est-ce qu'on est face à une baisse de la qualité, juste trop de choses? Comment est-ce qu'on trouve ce qui est bien? Alors déjà, je pense absolument pas qu'il y ait une baisse générale de qualité. Je pense que c'est plutôt... il y a énormément de propositions, sans doute beaucoup plus qu'avant, et du coup, je pense qu'il est plus difficile de trouver son bonheur dans cette production pléthorique, comme tu dis. Ce qui est assez paradoxal finalement, parce qu'il n'y a jamais eu autant de séries à l'ère du streaming qu'avant, donc on pourrait croire que c'est plus facile de trouver son bonheur, mais en fait, ça l'est pas forcément. Je pense qu'une des clés de ça, c'est qu'il y a moins de séries qui fédèrent un large public.
Au début des années 2000, enfin années 90-2000, on avait les grandes séries HBO, on avait The Wire, Les Sopranos, Six Feet Under. Un peu plus tard, on a eu Lost, on a eu Breaking Bad, Game of Thrones, qui sont des séries qui ont duré très longtemps, qui ont fédéré énormément de gens, qui ont vu naître des tas et des tas de communautés, notamment sur Internet. Le streaming, il a aussi bouleversé les modes de visionnage. Parce que maintenant, les exemples Netflix, typiquement, on balance toute la série en une fois. Le public, il veut voir tous les épisodes tout de suite, donc il va binger une saison de 8 ou 10 épisodes, et puis dès qu'il a fini, terminé, on passe à la suivante, et la durée de vie de ta série, elle est d'autant moindre par rapport à ce qu'il y avait avant. Et du coup, c'est pas un hasard si un terme aussi trivial que contenu s'est imposé pour qualifier les films et les séries. Puisque du coup les services de VOD ils fonctionnent quand même pas mal à l'algorithme. Telle chose pourra être mise en avant sur ton catalogue Netflix et pas sur le mien pour des raisons qui sont quand même assez opaques. Du coup ça encourage pas forcément à la découverte de nouvelles choses, ça va beaucoup mettre en avant ce que tout le monde voit. Les Squid Game typiquement, ça a cartonné comme pas possible, pas grand monde s'y attendait, et puis voilà. Et puis ces algorithmes-là, ils vont aussi décider de la mort d'une série. Récemment, Prime Video, ils ont diffusé une série qui s'appelle Étoile, qui est par les créateurs de Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série absolument merveilleuse sur une comédienne de stand-up dans les années 50. Ils avaient commandé 2 saisons. Ils ont diffusé la première, tous les épisodes d'un coup en avril, et puis 2 mois plus tard, annulé, alors qu'ils avaient commandé 2 saisons, parce que pas assez de monde n'a regardé la série. J'ai lu un article l'autre jour, je sais plus sur quel site c'était, qui disait que maintenant, pour renouveler ta série, ça se joue dans les 28 premiers jours, après la diffusion. C'est-à-dire que si, comme moi, t'aimes pas binger, et que tu regardes tes épisodes au compte-gouttes, et que tu détestes le modèle de Netflix qui sort tout d'un coup, et le meilleur moyen pour que ta série soit renouvelée, c'est quand même de la binger. Parce que du coup, si tu regardes un épisode par semaine, admettons, et que tu t'étales sur, j'en sais rien, 2 ou 3 mois, et du coup, t'as pas tout regardé en 28 jours, et du coup, tu n'es pas responsable à toi tout seul de l'annulation, mais si tout le monde fait comme ça, la série sera annulée. Ce qui est quand même assez triste. Et on en revient encore une fois à cette théorie du temps long. Je pense qu'avec des épisodes hebdomadaires, ça marche mieux, il y a plus d'engagement, ta série déjà elle est diffusée pendant plus longtemps, donc elle a plus de chances de ramener du public au fur et à mesure. Et on a le temps d'y penser toute la semaine. Et on a le temps d'y penser toute à la la semaine. fin, ce cliffhanger, il est ouf. J'ai c'est hâte d'être ça. jeudi et d'avoir la réponse. C'est ça qui a fait le succès de Lost et de Game of Thrones. Cette espèce de... Alors Lost, c'était le début d'Internet, des forums, etc. Mais tout ce qui a été la construction de théories sur ces séries-là, c'est évidemment ce qui a participé à leur succès phénoménal. Après, ça explique aussi, je pense, en partie que ces dernières années, on a une prolifération des mini-séries dont tu parlais. Ces fameuses séries en 1 et 2 saisons, parce que du coup, même si ça échoue, t'as moins de risques financiers. Si t'as engagé que 6 ou 7 épisodes, ça échoue, tant pis, de toute façon, il n'y avait pas de suite. Ça permet aussi d'avoir des créateurs de renom qui viennent faire des séries pour typiquement pour les plateformes. En ce moment, je regarde Disclaimer, la série de Cuarón d'Alfonso Cuarón sur Apple TV. C'est typiquement ça. Si on a pris un roman, on l'adapte avec un auteur hyper apprécié, reconnu, multi-récompensé en 6-7 épisodes. Ça fait du prestige parce que tu gagnes des prix, et si ça marche pas, c'est pas très grave puisque la fin était déjà programmée à l'avance. Et puis si ça marche, il n'y a rien qui t'empêche de poursuivre ta série. La série Shogun qui a été diffusée l'année dernière, c'est l'adaptation pareil d'un roman qui avait déjà été adapté dans les années 80. Ça a super bien marché, ça a eu des prix, et ils ont commandé 2 saisons supplémentaires. Donc c'est plus une exception, mais ça peut très bien arriver. Du coup, là, on parle beaucoup de plateformes de streaming. Les séries, elles sont plus tellement avec les grandes chaînes de télé, même si elles en font encore un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est surtout sur les plateformes de streaming.
Aujourd'hui, c'est ce qui capte le plus de visibilité. Toutes les grosses séries dont on parle le plus sont sur les plateformes aujourd'hui. Les Squid Game, on parlait tout à l'heure, les Arcane, les Fallout, les Severance sur Apple TV. Aujourd'hui, toutes ces séries prestige, comme on les appelle, sont sur les plateformes. Et du coup, chacune veut avoir la sienne, ou les siennes, tant qu'à faire. Pour capter le plus d'abonnés. Hein. C'est ça, à la fin, le but de ces plateformes-là. Après, ça ne veut pas dire que les séries sont mauvaises. Au contraire, elles sont plutôt bonnes. Mais vu qu'il y a un barrage à l'abonnement financier, tout simplement, elles ont peut-être moins de visibilité que ce qu'avaient les grandes séries à la Lost et Game of Thrones, qui étaient sur des chaînes qui étaient installées depuis des dizaines d'années, certes payantes pour certaines, mais installées depuis très longtemps. Ouais. On a beaucoup parlé de séries anglophones, un petit peu d'autres séries étrangères. Est-ce qu'en France, on sait faire des séries ? En France, on fait beaucoup de séries. Encore sur les chaînes traditionnelles, TF1, France Télé, etc. Il y a encore beaucoup de séries qui sont autoproduites par ces chaînes-là, qui marchent bien auprès du public qui les regarde et qui les apprécie. Depuis quelques années, ce qu'on voit aussi, c'est que les plateformes elles commencent à investir pas mal dans la création en France. Il y en a beaucoup qui ont leurs séries qui sont soit produites entièrement en France, soit coproduites. On parlait d'Étoile tout à l'heure, c'était un peu ça, c'était coproduction entre les États-Unis et la France. Et ça leur permet aussi à ces services de VOD de s'incorporer dans la chronologie des médias françaises, qui est un peu une spécificité de chez nous, qui en gros protège la fenêtre d'exploitation des films au cinéma. Et investir dans la création française pour ces plateformes-là, ça leur permet de pouvoir diffuser leurs propres œuvres et d'autres œuvres plus vite sur leur plateforme. Disney, par exemple, depuis quelques temps, ils ont signé un accord pour investir à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros dans la création française. Du coup, on voit de plus en plus le logo Disney+ au début des films au ciné, et ça leur permet d'avoir les films plutôt sur leur plateforme. Typiquement... Vaiana 2 qui est sorti en fin d'année, il devrait arriver dans pas très longtemps, parce que Disney+, c'est quelques mois maintenant pour avoir les films sur la plateforme, contre avant c'était 3 ans. Donc pour eux c'est intéressant parce qu'ils réinvestissent une bouchée de pain au vu de leur chiffre d'affaires annuel, et puis ça leur permet d'avoir leurs œuvres bien plus tôt sur leur catalogue, et ainsi d'être plus attractifs et d'avoir plus d'abonnés. Ok. Du coup j'ai toutes ces options de streaming chez moi. C'est quoi l'intérêt de venir en bibliothèque plutôt que de les regarder depuis mon canapé sans avoir à me déplacer ? Déjà, les regarder sur ton canapé, ça nécessite un coût financier, un coût matériel. Il faut que tu investisses dans une télé. Aujourd'hui, on a des télés connectées qui te permettent de télécharger toutes les applis directement avec ta télécommande. Et puis, c'est un coût financier surtout. C'est-à-dire qu'un abonnement en bibliothèque d'un an pour regarder des séries, ça te coûtera moins cher que de t'abonner à Netflix, à Disney+, à Prime Video, à Paramount+, à Apple TV, à toutes les autres. Donc, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir souscrire à tous ces abonnements. Tu peux aussi visionner tes séries sur place à la médiathèque. Tu peux venir une après-midi, regarder un film, un épisode, et puis tu peux venir tous les jours te regarder ton petit épisode de ta série. On a quand même un catalogue assez large, notamment ici à Sagan, de séries. Alors ces derniers temps, puisque les séries de plateforme ne sortent pratiquement pas en vidéo, c'est plus difficile c'est impossible de les avoir, donc il faut aller être un peu malin et essayer d'aller fouiller un peu ailleurs pour quand même incorporer des séries dans les nouveautés. Mais tu peux profiter de toute cette offre-là en bibliothèque qui reste quand même assez importante.